me suis dit, est-ce que je vais passer ma vie à me regarder dans le miroir, puis à chaque fois que je vais avoir un trait de travers, on va me dire, oh, c'est-tu un symptôme? Tu dis, est-ce que c'est héréditaire? Oui, probablement que oui. Est-ce que j'ai le gène? Non, on se pose tous des questions. Est-ce qu'on doit tous se faire opérer immédiatement? C'était pas plus la faute d'un et de l'autre que... C'est pas enceinte quelque chose que j'aurais pu faire qui a fait que ça. C'est vraiment génétique. Un enfant peut avoir les yeux bleus, l'autre brun. Pourquoi? C'est les gènes. Ben lui, ici, il y a eu les deux gènes de la fibrose kystique. En tout cas, j'allais là en me pétant les bretelles. C'était plus pour faire plaisir à ma mère que d'autres choses. Puis ils nous ont rappelé 5 jours après pour dire qu'on était porteurs de la même mutation. Ici Alain Gravel, bonsoir. Cette semaine en jeu, un grand reportage sur un phénomène qui vous touche, qui touche vos enfants et même vos petits-enfants. La loterie génétique. Savoir ou ne pas savoir si l'on a des gènes qui un jour vont nous confronter à la maladie mortelle. De nos jours, rien n'est laissé au hasard lorsqu'il s'agit de faire des enfants. Tout est soigneusement préparé pour diminuer les risques lors de l'accouchement. Ça va du simple cours prénatal jusqu'à la myosynthèse. Mais le vrai danger, il est génétique. Le danger de transmettre à nos enfants des gènes qui, un jour, vont entraîner des maladies graves. Sauf qu'aujourd'hui, les médecins peuvent jouer au détective et dire à l'avance qui, parmi nous, va développer une maladie grave un jour. Et si c'était vous, voudriez-vous le savoir? Au cours de leur vie, 60% des Québécois auront une maladie comportant une dimension génétique importante. Ma mère était une personne très, très violente. Elle pouvait nous frapper sans raison. Elle entendait des voix. Carole Marchand a grandi avec une mère diagnostiquée schizophrène. La médecine d'alors est incapable de mettre un nom scientifique sur les nombreuses autres manifestations physiques et psychiques qui touchent sa mère, qui est finalement internée à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Dans les dernières années, j'ai remarqué que sa langue sautait. Ça fait partie d'un des symptômes. Elle bougeait constamment. Ça, c'est quand elle n'avait pas de camisole de force, parce que ma mère était tellement agressive que bien souvent, on allait la voir et elle avait une camisole de force. Il y a quelques années, son frère Robert commence à manifester des symptômes qui ne sont pas sans rappeler ceux de leur mère, maintenant décédée. Là, il s'est rendu compte qu'il perdait au niveau de la concentration, il perdait au niveau de la mémoire, il perdait au niveau moteur et tout ça. D'examens médicaux en examens médicaux, son frère Robert apprend qu'il est atteint de la chorée de Huntington, une terrible maladie faite de déchéances physiques et psychologiques importantes. Après une vingtaine d'années de souffrance, le malade meurt dans la démence. La chorée de Huntington est une maladie génétique pour laquelle il n'existe aucun traitement. Là, il y avait beaucoup d'inquiétudes au niveau de la famille. Bon, si je l'aurais, est-ce que ma sœur l'aurait? Est-ce que mon autre frère aurait? Est-ce que... Il se pose beaucoup de questions. Lui, au début, il en a voulu à ma mère. Il dit c'est de sa faute. C'est un gène. C'est pas une maladie contagieuse, là. Tu sais, à mon avis, t'as un petit défaut dans ton tricot, puis ça s'est agrandi. Une personne sur 10 000 est atteinte. Mais Carole, sa sœur, son autre frère, ont 50% de risque d'avoir hérité du gène de la maladie de Huntington. S'ils ont hérité du gène, ils sont assurés de développer la maladie. On ne peut imaginer une pire condamnation à mort. Carole Marchand apprend aussi que la chorée de Huntington se développe généralement entre 30 et 50 ans. Elle a 38 ans et pour elle, la situation devient intolérable. Pour moi, c'était impossible de vivre avec une incertitude. J'ai 4 enfants, j'ai 4 filles qui vont vouloir avoir des enfants plus tard.
Je voulais pas que le gène se perpétue. J'avais besoin de savoir où est-ce que je m'en allais dans la vie, parce que moi, ma personnalité est comme ça. Au Québec, c'est depuis 1989 qu'un test prédictif de la chorée de Huntington est disponible. La psychologue Suzanne Dufrane a accompagné toutes les personnes qui ont voulu passer le test au Québec. Il y a différentes raisons. La raison principale, c'est pour se libérer de l'incertitude. Parce que ces gens-là trouvent difficile d'avoir à vivre avec le 50 c'est comme de vivre des fois un petit peu là, assis entre deux chaises, de ne pas savoir comment va être l'avenir. Ça, c'est la raison principale. Il y en a d'autres. Il y a pour la planification familiale, il y a des gens qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants si ils sont porteurs du gène. Donc, le fait de le savoir, ça leur permet de prendre des décisions au niveau de la famille. Il y a aussi au niveau financier, ça peut influencer les choix de vie. Si c'est positif, j'aurai le temps de composer avec. Parce que mon frère, lui, il est arrivé à sa retraite, le condo payé, l'auto payé et de l'argent, pensant voyager. Mais non, il n'en a pas profité. Puis moi, je me suis dit, non, je veux profiter de la vie à 100 puis 150 j'ai dit peut-être pendant 3 semaines de temps, là, je vais me jouer dans les mousses du nombril, là, puis je vais dire pauvre de moi, là. Mais fallait absolument que je sache. Cette incertitude-là me rendait malade. Ça me rendait... je me suis dit, est-ce que je vais passer ma vie à me regarder dans le miroir, puis à chaque fois que je vais avoir un trait de travers, me dire, oups, c'est-tu un symptôme? Est-ce que je vais fatiguer tout le monde avec ça? Est-ce que je vais dire, toujours en parlant à mes enfants? Mes enfants aussi étaient inquiets. Il y a une jeune femme qui est venue dernièrement puis qui nous disait, elle était dans la vingtaine, puis elle était étudiante à l'université McGill, puis elle disait, si moi j'ai le gène, là, je vais pas rester à l'université jusqu'à 30 ans. Je vais prendre une formation plus courte, puis je vais réaliser mes rêves. Les dernières phases de la maladie qui sont pas drôles du tout. Ouais. Ça vous a pas mis un frein? Ouais. On veut savoir quand même. Oui, on veut savoir quand même. Oui. La minute j'ai su que mon frère avait la maladie d'Huntington, je suis allée sur Internet, les sites universitaires. C'est ça, on a appris, la parole. Lui, mon frère parle au ralenti. À un moment donné, son langage va devenir de plus en plus pauvre. Après, il va avoir un langage grossi. Moi, je faisais des blagues. Je disais, hey, c'est le fun de pouvoir se permettre d'être grossi. Tu dis, c'est une maladie. Mais après ça, ça finit par le cri animal. Mais moi, j'avais besoin de le savoir parce que le pire dans cette maladie-là, c'est pas tout ça. C'est d'avoir conscience. Moi, je suis une fille qui aime lire. D'avoir conscience que je ne peux plus lire. D'avoir conscience que je ne puis plus m'organiser. D'avoir conscience qu'on en arrive à mettre une couche à la fin. Ce mariage d'amour? Ah oui, oui. On se marie pour la vie, hein, puis c'était juste lui. Ouais. Il a commencé à être malade combien d'années après votre mariage? Oh là là, on a été peut-être 7 ans. Bien, là, on dit 7 ans. Moi, j'ai dit tout le temps, mais 7 premières années, 7 meilleures années, oui. On a eu le temps d'avoir 2 enfants, là. Et après, il a commencé à avoir des symptômes, à se dégrader, comme on dit, puis... C'était quoi les premiers symptômes? Des mouvements, il n'y avait pas de coordination dans ces mouvements. Des mouvements brusques. Un penchant d'une épaule, il marchait comme une personne qui est un peu ivre. Chantal, est-ce que vous vous Plein souvenez air. de ça quand il revenait avec des... Est-ce qu'il était un bon chasseur, non? Je m'en souviens pas. Non. Chantal Lamaquieta n'avait que 6 ans quand son père a commencé à souffrir de la chorée de Huntington. Sa mère, elle, n'avait pas 30 ans. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous? Justement. C'était une personne qui était autonome, qui était... puis que là, tout d'un coup, il fallait que je le prenne comme un bébé. Il fallait que je le lave, que je le change, parce que pour lui, là, changer ses vêtements, ses sous-vêtements, prendre un bain, là, c'était pas... Il n'y avait plus rien là, pour lui. Il fallait que je fasse tout ça pour lui. Tout comme pour Carole Marchand,
Chantal et son frère ont une malchance sur 2 d'avoir le gène de la maladie. S'ils ont hérité de la mutation du gène, ils n'ont aucun espoir de ne pas développer cette maladie incurable. Pour Françoise, voir ses enfants atteints comme son mari a toujours été sa terreur. J'ai eu pendant 20 ans de temps à les regarder et à dire c'est-tu lui, c'est-tu elle, c'est-tu les deux. Non, j'en veux plus de ça. C'est loin, loin, là, je veux plus y penser. L'an dernier, vous avez décidé d'aller passer le test pour savoir si vous aviez le gène. Oui. Pourquoi vous avez décidé ça? Ben, au début, je pensais que c'était important de le savoir. Pourquoi? Je me suis peut-être dit ça serait peut-être plus facile. Si c'est que je ne l'ai pas, ça serait une vie plus facile. Dans le fond, vous espériez, vous vouliez aller voir pour que ce soit... Pour avoir une bonne réponse, oui. À la clinique de médecine génétique, on est prudent avec les tests prédictifs. On procède par étapes, la première étant l'évaluation des motivations de la personne qui veut passer le test. Mais quand on leur demande, c'est quoi votre motivation? Pourquoi vous voulez avoir ça? Êtes-vous bien certain que ça va augmenter ou améliorer votre qualité de vie? Bien, ils n'arrivent pas à nous donner des raisons. Donc, il y a l'ambivalence, il y a le fait qu'ils n'ont pas vraiment pesé le pour et le contre. Et des fois, bon, les gens craignent que l'entourage change d'attitude à leur égard là, suite au test. Et de quelle façon? Bien, ça peut être la peur de perdre son conjoint. Les gens ont peur que les gens autour d'eux, sachant ça, sachant le résultat, soient encore plus portés à les observer, plus portés à aller là, voir les premiers symptômes, le début de la maladie. Ça, c'est une crainte aussi. Au tout dernier moment, Chantal change d'idée et ne veut plus connaître le résultat de son test. J'y ai pensé comme il faut. Je me suis peut-être dit, mais là, ça vaut peut-être pas la peine d'aller chercher. Parce que c'est sûr que si je ne l'ai pas, ils me disent comme réponse que je ne l'ai pas. C'est certain que c'est une bonne nouvelle, mais s'ils me disent que je l'ai, ben là, peut-être qu'à tous les matins, je vais me réveiller, je vais dire, ben c'est quand ça va se développer. Si je fais un geste, je cherche quelque chose, je vais peut-être dire, ah, c'est ça qui arrive ou qui s'en vient. Je vais peut-être y penser plus souvent, tous les jours, que comme là, je pense pas souvent, tu sais. J'étais contente quand elle a dit non, je ne vais pas la chercher, le résultat. J'ai dit ouf, je voulais pas vivre encore avec l'idée de dire oui, elle est porteuse. Quand est-ce qu'elle va l'avoir, là, ça va le développer, là, je voulais pas savoir ça. Là. Vivre avec cette idée-là, non. Là, je sais qu'elle va bien, là. Prenons-la comme ça, là. Votre fils, est-ce qu'il veut savoir? Non. Non, lui, il veut pas savoir. Je les force pas non plus, hein? Non. Il y a 25 des gens, en fait, qui abandonnent. Puis ça, dès le départ, on va dire aux gens, ne soyez pas gênés. Vous pouvez changer d'idée n'importe quand. Vous pouvez changer même d'idée le jour avant le résultat, puis c'est correct. Carole Marchand, elle, est plus déterminée que jamais à connaître le résultat de son test. Avez-vous réussi à dormir un peu? Oui. Je prends des médicaments, ça aide un petit peu. Dans quelques minutes, les spécialistes de la clinique vont lui donner ses résultats. Avoir ou ne pas avoir la chorée de Huntington dans quelques mois, dans quelques années, c'est une sentence qui change plusieurs vies. Disons que la journée était longue. Il fallait travailler puis se changer les idées. Mais ça a été long aujourd'hui. C'était la difficulté à respirer. C'est pas des journées faciles. C'est comme si c'était moi, en réalité. Ça revient quasiment à la même chose. Mais c'est toute la famille, hein? C'est ça. Là, c'est de me demander ce qu'il va y avoir comme résultat et de l'annoncer aux enfants aussi. Ça, ça sera pas facile. C'est sûr que si le test est négatif, on vient de perdre au moins 5000 livres. On y va. C'est parti. Puis si c'est positif, ben on va composer avec. Je ne changerai pas grand-chose à ma vie. Je vis déjà
150 000 à l'heure. Dans le fond, on vient passer un test prédictif, puis je peux avoir un accident d'auto en sortant et mourir. Fait que c'est bien, bien relatif, ça aussi. L'attente nous paraît longue, même à nous de l'équipe d'Enjeux. Devinez? Ben, voir vos sourires, je sais pas. Deviner. C'est deviner. Ben, c'est mon test, c'est négatif. C'est négatif. Quand c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le résultat est négatif, la personne n'est pas porteuse du gène, les gens réagissent comment, là, sur le coup? Est-ce que c'est l'euphorie? Est-ce que c'est comme quand on a gagné la 649? Ça arrive souvent, oui, ça arrive souvent. Que les gens, ben, ils sentent une grande joie. Puis quand on a vécu là, dans la peur pendant toute sa vie, puis qu'on sait qu'on n'a pas le gène, puis qu'on ne va pas développer la maladie, puis qu'on ne va pas transmettre le gène à ses enfants, c'est sûr qu'il y a un grand moment de joie. C'est fou de sentir la culpabilité face à ça. Autant je suis heureuse, moi, d'avoir la chance de continuer à vivre, je regrette qu'il n'ait pas la même chance que moi. C'est bien beau. Le pouls est bien régulier, puis bonne pression. J'en parlerai après. Le moment alerte, là, il y en a de moins en moins, comme j'ai dit, là, mais quand on pogne une bonne journée, là... C'est bon pour toute la journée? Ouais. OK. Parfait, ça. Ginette a 40 ans. Aurait-elle voulu savoir à 20 ans qu'elle commencerait à souffrir d'Alzheimer précoce à 38 ans et qu'elle n'atteindrait probablement jamais la cinquantaine? Il y a des estimations que peut-être 2 à 5 des gens qui ont la maladie d'Alzheimer seraient de ce groupe, c'est-à-dire début très précoce et un gène assez puissant pour que l'hérédité soit dominante. Ces deux enfants, nés d'un mariage précédent, voudraient-ils savoir qu'ils ont une chance sur 2 d'avoir hérité du gène de l'Alzheimer précoce? S'ils ont le gène, ils vont développer à coup sûr la maladie de leur mère. Et puis pour quelqu'un de jeune comme elle, qui n'a jamais eu de problème à digérer la première pilule, ça va valoir la peine de l'essayer. Ouais. Ça, c'est Exelon que ça va s'appeler, celle-là. Exelon. Ouais. Le neurologue Serge Gauthier ne sent pas la nécessité d'aviser les frères, les sœurs, les enfants des gens atteints d'Alzheimer précoce qu'ils ont une chance sur 2 de développer la maladie autour de la quarantaine. Actuellement, par consensus, on ne fait pas une approche systématique pour rechercher des gens à risque parce qu'on n'a pas rien à leur offrir encore pour le moment. Mais ça risque de changer très rapidement avec les nouvelles approches de thérapie qui se veulent préventives ou retarder le plus possible le début des symptômes chez les gens à risque. Jimmy, votre risque est augmenté d'avoir de la maladie. Nicole est très près de sa mère de 76 ans qui souffre de la forme la plus courante de la maladie d'Alzheimer. Elle craint qu'un même sort ne lui soit réservé. Vous allez l'avoir, c'est juste que votre chance... Augmenté de combien de pourcentage? Je peux pas vous dire, ça c'est peut-être 1,5, deux fois la normale, mais c'est un risque, OK? C'est pas, je vous dis pas que vous allez avoir la maladie. Un risque, c'est la chance. C'est comme quand on dit, il risque de pleuvoir, il y a 60 % de chance de pleuvoir jeudi prochain. La maladie d'Alzheimer est une maladie très répandue, le risque de la développer augmentant avec l'âge. Il peut atteindre 40 % à 85 ans. Le docteur José Verdon trouve qu'il est prématuré et souvent dangereux de faire passer des tests qui ne sont pas encore déterminants.
Et c'était pas un test prédictif. Je pense que ce qu'ils voudraient savoir, eux autres, c'est dire « non, vous ne l'avez pas ». C'est ça qu'ils veulent entendre. Hein? Ils veulent dire « non, vous ne l'aurez pas, la maladie d'Alzheimer ». Malheureusement, avec le test, je ne peux pas leur dire ça. Le test qui est disponible à ce moment-ci. Peut-être que d'ici 1 an ou 2, je vais être capable de leur dire ça. Pour le moment, donc, je ne l'ai pas. Moi, je leur dis que le test, avec toutes les limites que je connais du domaine et aussi du risque là, d'avoir une information dans un dossier qui peut leur nuire éventuellement à moyen, long terme, je leur dis que j'aime mieux qu'on ne fasse pas. On avait établi une collaboration dès le début. Sa mère faisait partie d'une grande famille de 13 enfants. Et statistiquement, il y avait 50 de chances que les enfants soient atteints. Vous pouvez voir que... Le docteur André Lacroix, qui est endocrinologue et chercheur, traque tous les membres des familles touchées par le cancer médulaire de la thyroïde. Tout le monde va bien à la maison? Parfait, oui. Depuis plus de 25 ans, le docteur Lacroix a vu près de 200 membres de la famille de Yolande-Côté. Ici, on va aller de veston. Le docteur Lacroix, quand il parle vraiment de votre famille, on a l'impression qu'il connaît tout le monde, qu'il vous connaît presque autant que vous vous connaissez entre vous. Est-ce que c'est juste? Oui, oui, définitivement, qu'il nous connaît toutes par nos noms. Si je veux avoir des nouvelles de la famille, j'en pose à lui. Non, il nous connaît bien, il nous suit bien. D'ailleurs, je l'ai connu, lui, il était encore interne. C'est à l'occasion de l'hospitalisation d'un des frères de Yolande-Côté que les médecins ont découvert que les membres de la famille risquaient de développer une forme héréditaire du cancer de la thyroïde. Moi, il y avait déjà un début, oui. Comme mon frère qui est décédé présentement, lui, c'était plus avancé, mais il était plus jeune que moi. Fait que, on est 3 qui étaient opérés dans la même journée. Mon oncle, que lui est déjà décédé, et puis mon frère, qui était opéré le matin, puis moi dans l'après-midi. Donc, la famille Côté-Boutin a servi à l'identification de la... Toutes les branches des familles atteintes sont suivies. Et depuis la découverte du gène responsable, des tests sont passés aux bébés pour détecter s'ils sont porteurs de la mutation génétique. Pour cette forme de cancer, les porteurs de la mutation sont assurés de développer la maladie. S'ils sont atteints, on sait maintenant qu'il faut opérer parce qu'on peut prévenir complètement l'apparition de la tumeur de la thyroïde en enlevant chirurgicalement la glande thyroïde avant l'âge de 3 ans. Sans l'opération préventive, Michael aurait développé à coup sûr un cancer de la thyroïde. Parce que sa famille est à risque, les 4 enfants de Yolande-Côté ont passé le test génétique pour déterminer s'ils étaient porteurs. Seul Michael était porteur de la mutation du gène. Ben, c'est ça aussi, je me suis dit pourquoi moi, pourquoi pas mon frère. Michael s'est fait opérer pour la glande thyroïde à 11 ans, mais probablement qu'il y en aura d'autres, comme on a des nièces qui sont porteuses, alors probablement qu'elles vont se faire opérer. Puis maintenant, tu te sens comme tous les autres enfants? Pas de problème? Ouais, pas vraiment de problème. T'es pas sûr? Ben, t'es petit problème de grandeur, mais... Ah, tu te trouves trop petit? Ouais. Non, à part ça, ça va bien normal. Mais c'est pas... comment je dirais ça, non? C'est pas inquiétant d'avoir cette maladie-là, dans le sens que t'es suivi, t'es pris à temps, et ça fait partie de la vie. T'es mieux de le savoir que d'arriver trop tard. On l'a vu à la loterie génétique, savoir, ça peut parfois être dramatique, mais ça peut aussi sauver des vies. Si vous saviez que vous avez 90 de risque de développer un jour un cancer du côlon, seriez-vous prêt à vous faire opérer de façon préventive avant que la maladie se manifeste? De la science-fiction, croyez-vous? Regardez ce qui suit. J'avais 21 ans à l'époque. Puis, on m'a enlevé une partie de l'intestin, mais on m'a laissé le petit bout d'intestin du rectum, là, puis pour éviter d'avoir le sac, d'avoir une colostomie. Parce que quand tu as la colostomie, c'est plus réversible. C'est définitif, là. Ça repousse plus, comme on dit. L'ablation préventive d'une grande partie de son intestin a sans doute sauvé Francine Vaillant d'un cancer du côlon. Comme sa mère avant elle, comme son frère,
Francine est porteuse du gène de la polypose familiale, une forme rare de cancer du côlon. Pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, c'est plutôt barbare là, comme solution. On dit, vous avez le gène, vous allez développer la maladie, on vous enlève le côlon. Oui, effectivement, c'est la seule méthode maintenant qui est disponible pour vraiment prévenir le cancer du côlon. C'est le seul moyen. Il y a des médicaments qui sont en train d'être testés. Il y a des médicaments qui semblent diminuer le nombre de polypes, mais les études ne sont pas encore assez avancées pour pouvoir les utiliser en clinique d'une façon courante. Quand un individu est porteur d'une mutation du gène de la polypose familiale, il a plus de 90% de risque de développer la maladie. C'est généralement autour de la quarantaine qu'il développe le cancer du côlon. Et quelqu'un qui est porteur du gène, qui a développé la maladie, à quel pourcentage des chances de léguer ça à ses enfants? 50% essentiellement. C'est ce qu'on appelle une transmission dominante, c'est-à-dire la moitié des enfants auront la possibilité d'avoir reçu d'un de leurs parents la mutation dans le gène. Donc, a priori, en commençant, la moitié des enfants sont à risque. Et on ne sait pas qui. Francine Vaillant espère que l'histoire ne se répétera pas pour ses enfants. Avec la découverte du gène responsable de la maladie, elle souhaite que la médecine fasse un grand bond en avant. On peut être capable de passer l'examen de rectoscopie sans difficulté, sans avoir à passer par la chirurgie, sans avoir à se faire opérer pour les intestins, se faire enlever des intestins comme je l'ai eu. Peut-être que ça va être comme ça dans le temps, je ne sais pas. C'est éventuellement ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire de pouvoir insérer ou bien changer le gène lui-même pour qu'il redevienne normal, ou bien ajouter un gène, que ce soit à l'intestin ou bien dans tout le corps, un gène qui est normal à côté du gène qui n'est pas normal, qui pourrait agir pour prévenir éventuellement les polypes. Il avait dit que c'était peut-être pas rapide, ma faire on va faire ma nuit. OK. Qui croirait que Jocelyne Gauvin est en récidive d'un cancer des ovaires? Là, on me dit, j'en ai un. Bon, ils m'opèrent, ils ne peuvent pas rien faire, ils referment tout de suite. Puis ils me disent, on te donne la chimiothérapie, sinon tu ne seras pas là à Noël. Infirmière depuis 30 ans, Jocelyne Gauvin sait que le cancer des ovaires est un cancer sournois, aussi rapide que meurtrier, dont les chances de survie sont bien minces. Comme la mère de Jocelyne Gauvin est morte jeune du même type de cancer, le docteur Diane Provencher pense qu'il s'agit d'un cancer de type génétique qui menace les ovaires et les seins. On pense en ce moment 5 à 10 des personnes là, qui ont un cancer de sein ou d'ovaire ou les deux vont être attribuables à une forme familiale des cancers. Oui, parce que, bon, moi, j'avais 48 ans à l'époque. Ma mère avait eu son cancer à 47 ans. Là, j'avais une sœur qui avait 43, puis il y en a une qui avait 45. Ou non, 45, 47, en tout cas. On a décidé, on leur a offert de les opérer pour prévenir un cancer d'ovaire. On a enlevé les 2 ovaires et l'utérus de mes 2 sœurs en prévention. Il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui est en dehors de ce domaine-là, parce qu'on fait plus facilement des ablations d'ovaires de façon préventive que des ablations du sein. Pourtant, le risque est plus élevé de développer un cancer du sein qu'un cancer des ovaires. Écoutez, on a l'habitude, c'est que le cancer d'ovaire est tellement difficile à détecter. La plupart des gens qui sont diagnostiqués avec un cancer d'ovaire arrivent à des stades avancés. Et en arrivant à des stades avancés, malheureusement, on n'a pas trouvé encore les médicaments ou les traitements miracles qui vont faire qu'il va y avoir une grosse survie. Très souvent, je veux dire, la survie à 5 ans, c'est de l'ordre de 15 %. C'est pas beaucoup. Okay? Puis souvent, c'est des femmes qui sont jeunes. Par contre, au niveau du sein, on a quand même des moyens de dépistage qui sont accessibles, qui sont faisables, puis qui ont quand même un certain degré de fiabilité. Grâce au dépistage du cancer de Jocelyne Gauvin, les femmes de sa famille sont maintenant toutes suivies de très près. On fait des recherches dans ma famille. S'il y a quelqu'un qui a mouru du cancer d'ovaire, je devrais être la seule et la dernière personne à mourir d'un cancer d'ovaire. Parce que ma famille, la famille Gauvin, est étiquetée à risque de cancer d'ovaire. Madame Annie Bertrand, cabine 2.
Comme pour sa mère, comme pour sa grand-mère, les chances d'Annie, qui est la fille unique de Jocelyne, de développer un cancer des ovaires autour de la cinquantaine sont très grandes. OK, on va monter au deuxième pour les faire. Je vais juste les inscrire. Fait qu'on va faire comme d'habitude, là, tes marqueurs de tumeur, là. Ça implique un peu plus de suivi, mais dans le fond, c'est peut-être 1 ou 2 rendez-vous chez le médecin de plus par année. Tu sais, elle est chanceuse, elle a 23 ans, elle est prise en charge par des grands spécialistes de Notre-Dame, par des équipes de recherche. On lui fait ses analyses sanguines à tous les 6 mois, on lui fait ses échographies à tous les 6 mois. Donc, elle se considère chanceuse, même si à 35 ans, on lui dit « il faudra que tu aies fini d'avoir des enfants, tu sais, tu n'auras plus ton utérus puis tes ovaires. » Mais ça veut dire que tu n'auras pas de cancer d'ovaire non plus, tu n'auras pas cette pensée toujours de dire « peut-être qu'un jour, ce sera moi ». La fête est Noël, bonne fête Noël. C'est l'anniversaire de Noëlla. Bonne fête, bonne fête. Mais le clan Beaulieu est en deuil. En quelques mois, le cancer des ovaires a eu raison de Rose et de Louise. Les 8 sœurs Beaulieu ne sont plus maintenant que 6. Qui est la prochaine qui sera attaquée par ce type de cancer qui manifeste des symptômes quand c'est trop tard? Je ne sais pas si c'est une peur ou une insécurité, mais oui, en plus de vivre ça, la douleur de voir ses sœurs malades comme ça, de cette insécurité-là qui est à travers toi, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que c'est héréditaire? Oui, probablement que oui. Est-ce que j'ai le gène? Là, on se pose tous des questions. Est-ce qu'on doit tous se faire opérer immédiatement? On ne sait pas. Celles qui sont ménopausées, bon, la question a été plus rapide. Moi, j'ai pris un certain temps. Lise Beaulieu, comme 4 de ses autres sœurs, s'est fait enlever les ovaires. Mais comme la plupart des femmes, elle ne réagit pas de la même façon face au risque de développer un cancer du sein, et ce, même si elle est porteuse du gène. Non, c'est pas la même chose là, que les ovaires et l'utérus, non. Et puis, quand tu es suivi de près, tu passes des mammographies régulièrement, c'est pas un cancer aussi sournois non plus que le cancer des ovaires. J'ai plutôt opté pour la prévention en voyant mon médecin régulièrement. Vous, votre espoir pour le futur, c'est quoi? L'espoir pour le futur? Les traitements. Les traitements pour le cancer. Qu'ils puissent trouver quelque chose. C'est beau la recherche pour trouver le gène défectueux, mais ce serait bien aussi de pouvoir corriger. C'est ça qui est important. J'espère que ça va se faire dans les prochaines années. J'espère fortement. Que vous allez pouvoir fêter ça ensemble, les 6 sœurs? Fêter ça, les 6 sœurs? Oui, j'espère. Les parents ne donnent pas seulement la vie, mais aussi parfois, malheureusement, la maladie. La science peut dire aujourd'hui avec précision à l'avance qui fera des enfants qui sont atteints de maladies graves. Mais en même temps, cette même science a dans ses laboratoires des techniques nouvelles pour avoir des bébés presque garantis de défauts génétiques majeurs. La révolution génétique, c'est ça. On a un beau bébé hein, qui est, en tout cas présentement, qui est pleinement en forme, puis qu'on en profite à 300%, même qu'on en profite encore plus, je pense. Lèves-tu les bras? Comme tous les parents du monde, Nancy Pilote et Stéphane Nadeau pensaient mettre au monde des enfants normaux. Mais depuis sa naissance il y a 2 ans, Michael tousse anormalement. À l'hôpital Sainte-Justine, le couple apprend que Michael souffre de fibrose kystique, une maladie incurable dont l'espérance de vie était à peine de 5 ans au début des années 60. On savait que c'était une maladie grave, mais qu'est-ce qu'il y en était, on n'en avait aucune idée. Fait que là, finalement, on nous a dit que la moyenne d'âge présentement, c'était entre 25 et 30 ans. Et depuis son rhume, il tousse davantage?
Bien là, depuis la fin de semaine, c'est pire. C'est pire. Plus gras, là, puis on se lève la nuit pour son traitement. La fibrose kystique, c'est une maladie de plusieurs organes. OK, tu respires fort. Tous. Les infections à répétition entraînent des complications et des modifications au niveau des bronches avec dilatation et de là le cercle vicieux, infection nouvelle et à destruction du poumon. Et la phase finale, ben, un poumon très malade et le seul traitement à ce moment peut être la greffe pulmonaire chez les jeunes adultes. Ce qu'on sait moins de la fibrose kystique, c'est que c'est la maladie génétique la plus répandue chez les gens de race blanche. Au Québec, 1 personne sur 20 est porteuse de la mutation du gène. Pour donner naissance à un enfant atteint de fibrose kystique, il faut que les 2 parents soient porteurs de la mutation. C'était pas plus la faute d'un et de l'autre que... C'est pas en scène quelque chose que j'aurais pu faire qui a fait que ça. C'est vraiment génétique. Un enfant peut avoir les yeux bleus, l'autre brun. Pourquoi? C'est les gènes. Ben lui, ici, il y a eu les 2 gènes de la fibrose kystique. Il disait de rassurer notre famille que c'était pas leur faute, qu'il y avait une personne sur 20 qui était atteinte. Parce que là, veut pas, les grands-parents s'en voulaient un peu. C'est nous autres qui nous a transmis ça, tout ça. C'est souvent une onde de choc qui secoue les familles qui ne savent pas qu'elles sont porteuses de gènes responsables de maladies graves. Dans les familles de Nancy et de Stéphane, il n'y avait aucun cas d'enfant atteint de fibrose kystique. La sœur de Nancy, également jeune mariée, a décidé de passer le test. Puis finalement, elle aussi était porteuse du gène. Alors là, à ce moment-là, son conjoint, lui aussi, a passé des tests. Puis lui aussi, comme nous autres, aucun cas dans la famille de fibrose kystique. Puis lui aussi, finalement, est porteur du gène, lui aussi. Les 2? Les 2. Donc, ma ça sœur, a elle un a... choc aussi? Ah oui. Je pense... Non, ça m'a fait beaucoup de peine pour moi. Mais à ma sœur, je me disais, ça se peut pas 2 sur 2. Puis qu'en plus, son conjoint aussi. Ah oh, ça va faire tousser, hein? Bon. Quand elle aura un 2e enfant, Nancy, tout comme sa sœur qui sait maintenant qu'elle est porteuse du gène, aura recours aux tests prénataux pour interrompre sa grossesse si l'enfant qu'elle porte est atteint. Moi, j'ai l'enfant qui a la fibrose kystique. Elle a l'opportunité de choisir si elle veut ou pas en avoir un qu'elle a pas choisir. Mais en tout cas, elle a l'option, s'il est porteur ou pas, d'avorter ou non. Est-ce que tu les comptes? Depuis 30 ans, Monique Champagne, qui est physiothérapeute à la clinique de fibrose kystique de l'hôpital Sainte-Justine, a vu défiler tous les enfants atteints. Jamais elle n'aurait soupçonné qu'à l'occasion du mariage de sa fille Marie-Josée avec Pierre-Alexandre Brodeur, elle vivrait, elle aussi, sa propre histoire de fibrose kystique. Il y a eu 2 cas de fibrose dans ma famille, mais un cousin et une cousine, qui sont tous les 2 décédés. Quand j'ai vu que c'était sérieux avec Pierre-Alexandre, bien, j'ai averti ma fille qu'il existait des tests et qu'avant d'avoir des enfants, ce serait préférable qu'il passe le test. Ça faisait au moins 4 ans qu'elle nous achalait pour qu'on ait passé les examens. Puis elle disait que c'était important, puis tout ça. Puis finalement, là, on s'est mariés l'année dernière, on commençait à penser à avoir des enfants. Fait qu'on a pris un rendez-vous. Pierre-Alexandre a pris un rendez-vous seulement pour lui. Puis à la dernière minute, j'ai appelé à l'hôpital pour savoir si je pouvais y aller moi aussi. En tout cas, j'allais là en me pétant les bretelles. C'était plus pour faire plaisir à ma mère que d'autres choses. Puis finalement, ben, l'hôpital nous a rappelé 5 jours après. Il avait dit que ça prendrait 5 semaines, puis ils nous ont rappelé 5 jours après pour dire qu'on était porteurs de la même mutation. Oui. Et vous avez décidé d'aller passer le test aussi? Ah ben oui, parce que je voulais savoir si c'était moi ou mon mari qui était porteur, parce que ça implique le reste de la famille. Moi, j'ai une sœur, j'ai 3 frères, dont plusieurs ont des enfants, donc qui sont en âge là, de procréer bientôt. Alors, c'est important pour eux autres de savoir. C'était important de savoir si c'était de mon côté ou du côté de mon mari pour aviser la famille. Et votre résultat, qu'est-ce que c'était? C'est que c'est moi qui est positive. Marie-Josée et Pierre-Alexandre veulent des enfants.
Mais ils savent qu'ils ont une possibilité sur 4 de mettre au monde un enfant atteint de fibrose kystique. Les diagnostics prénataux, comme la myosynthèse ou la biopsie choriale, sont des options que redoute le couple. Le test de myosynthèse, il est fait à 16 semaines. En hôpital, les résultats, on l'a à 20 semaines. Puis à 20 semaines, tu as une bonne bédaine, tu sens ton bébé bouger. Puis, en tout cas, je sais pas, je l'ai jamais vécu, là, mais à ce qu'on me dit, tu sens le bébé bouger. Puis être obligé à ce moment-là de se dire, je vais avoir un enfant malade. Vu qu'il est malade, je veux pas le garder. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine ça serait quoi les émotions que je vivrais à ce moment-là. Je suis pas certaine que je veux les vivre non plus. Le test lui-même qui va être fait en laboratoire va demander... Si Marie-Josée hésite face à un avortement possible, il ne reste au couple qu'un choix pour s'assurer de mettre au monde un enfant qui n'aura pas la fibrose kystique. Alors, on regarde la dernière option pour le moment là, qui est disponible, qui est l'option de diagnostic préimplantatoire. C'est pour se renseigner sur une toute nouvelle option, le diagnostic préimplantatoire, que le couple s'est rendu à la clinique Procréa de Montréal. Le diagnostic préimplantatoire génétique, puisqu'on l'offre pour la génétique, consiste à déterminer au préalable la nature normale ou anormale des gènes de l'embryon, ce qui permet de sélectionner l'embryon à transférer, qui est un embryon normal, et d'éviter de transférer donc une grossesse avec un embryon qui est atteint d'une maladie génétique et qui va donc devoir être soit interrompu plus tard ou qui va décéder d'une maladie génétique. Pour venir en aide aux couples qui présentent un risque de transmettre un handicap majeur à leur progéniture... Le diagnostic préimplantatoire est destiné aux couples qui veulent contourner leur risque de transmettre un handicap génétique important à leurs enfants. On a le résultat dans la journée qui suit. Et là, on peut savoir, avec une certitude de l'ordre de plus de 95 %, que l'embryon 1, 3, 5, 10, 12, 15 sont des embryons qui ne seraient pas atteints. Mais la procédure n'a pas encore été menée à terme au Québec. Et elle est dispendieuse, autour de 8 000 $ pour la fertilisation in vitro et le diagnostic sur l'embryon. Fait que peut-être qu'on est mieux de procéder par ces méthodes-là, prendre notre temps, puis amasser l'argent nécessaire. Mais on se dit, j'imagine quand on est parent, quand les embryons sont là dans les éprouvettes, docteur, vous ne pourriez pas tester en même temps pour pas qu'il y ait de crise cardiaque précoce, pour pas qu'il y ait autre chose aussi? Pour qu'ils vivent le plus longtemps et le mieux possible. Soit le plus beau, le plus fin, le plus intelligent, oui, pourquoi pas, mais pour le moment, ça ne représente pas des critères acceptables. Sûrement pas des critères acceptables pour moi et pour la clinique que je représente. Je ne crois pas que ça va le devenir très rapidement non plus. Le Centre hospitalier de l'Université McGill vient de lancer, lui aussi, son programme de diagnostic préimplantatoire. Les premiers bébés au Québec nés de cette technique, ce serait donc pour très bientôt. Faut-il craindre cependant que les employeurs et les compagnies d'assurance utilisent les informations génétiques qui existeront sur la plupart d'entre nous? Et si le 21e siècle était celui de la discrimination génétique? Des enjeux majeurs en perspective. Ici Radio-Canada.